unanimité. Je ne savais pas d'ailleurs qu'il y avait une position sur les droits de l'homme en Irak qui travaille d'ailleurs à documenter les crimes de masse qui ont été commis là-bas. Alors finalement aujourd'hui le colloque traite finalement de la citoyenneté en Irak, c'est un sujet extrêmement important dont il faut parler aujourd'hui. C'est un sujet absolument fondamental pour reconstruire l'Irak, mais aussi tout le Moyen-Orient, parce que le concept de citoyenneté permet à des composants d'une société qui sont différentes, qu'ils soient musulmans, par exemple sunnites ou chiites, mais qui soient aussi yézidis, nabatéens, turkmènes, de vivre ensemble. Cette idée qu'on est d'abord irakien et qu'il faut séparer le spirituel, bien sûr, du temporel. C'est quelque chose qui nous est familier chez nous, même s'il y a même des polémiques, regardez, en début de semaine, avec le discours des Bernada du président de la République. Donc il faut que dans ces pays, on arrive à retrouver la concorde civile, sans quoi il n'y aura pas de reconstruction. Ce n'est pas une affaire de financement, la reconstruction. Ce n'est pas qu'une affaire de financement. C'est surtout une affaire de concorde civile, de paix civile. Et je pense que le chemin de la citoyenneté n'est pas propre au monde occidental. Je pense que demain, ces pays-là vont s'en saisir. Et on a vu un certain nombre de représentants des grandes religions en Irak s'exprimer assez clairement sur le sujet. Justement, au moment des questions-réponses, on a eu, on va dire, un petit peu de débat. Vous, finalement, après cette première partie, comment voyez-vous l'avenir de la citoyenneté en Irak ? C'est une citoyenneté qui sera sans doute un peu différente de celle que nous connaissons parce que la nôtre est le fruit de notre histoire particulière. Et on ne peut pas la plaquer de façon artificielle sur un monde qui est si différent du nôtre. Et je crois simplement qu'il ne pourra pas y avoir en Irak de reconstruction si par exemple sur les cartes d'identité, la deuxième mention est celle de la religion. S'il n'y a pas un changement de constitution, la constitution irakienne est très ambiguë. Je pense que dans tous ces peuples arabes, en réalité, la question de la citoyenneté sera importante parce que c'est elle qui va permettre de cimenter autour de cette idée de cité et non pas de religion la concorde civile. J'ai beaucoup aimé le patriarche Serko a cité une phrase que les musulmans disent souvent. La patrie pour tous, la religion pour Dieu. Et finalement, cette phrase citée par les musulmans vient en écho de celle que nous connaissons dans l'Évangile, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, où beaucoup ont vu d'ailleurs les racines de la laïcité, en tout cas occidentale. Finalement, il faudrait un modèle de laïcité à l'irakienne, mais calqué sur quel modèle? Peut-être le modèle libanais qui est plus confessionnel? Est-ce que vous avez Le modèle libanais, c'est autre chose. C'est un modèle très communautariste où les confessions sont reconnues en tant que telles dans le fameux pacte constitutionnel des années 40. Moi, je pense que ça concerne vraiment tout le Moyen-Orient, tout le Proche-Orient, tout le monde arabe. Et on a bien vu, Gilles Bernheim, le grand rabbin, a beaucoup insisté sur la capacité en même temps de l'islam et de chaque religion à se questionner. On a eu une controverse entre l'Égyptien copte tout à l'heure et le représentant de la mosquée de l'université de Al-Azhar, qui est haute instance du sunnisme. On voit bien qu'à partir du moment, et j'avais lu la déclaration plusieurs mois sur la citoyenneté du grand imam de Azhar qui notait cette inflexion. Mais c'est absolument fondamental que les religions, toutes les religions, et notamment l'islam, puissent accepter cette contextualisation, cette discussion en son sein. Et c'est, je crois, une œuvre importante pour nous. Quand je vois une jeunesse française qui fait France route sur la radicalisation, il faut que les hautes autorités de l'islam combattent pied à pied. Ce n'est pas à l'État français, c'est d'abord aux représentants de l'islam à combattre, bien sûr, l'idéologie d'un islam dévoyé. Bien sûr, nous, on a les moyens de combattre en termes judiciaires, policiers, mais aussi en termes de conviction, d'affirmation de nos valeurs. Mais au sein même d'une religion, je pense que cette exégèse, ce débat, cette espèce de discussion sur le texte pour les remettre en perspective, c'est absolument fondamental. Une dernière question un peu plus d'actualité sur les conséquences finalement de cette attaque chimique présumée en Syrie. Est-ce qu'il y a eu de la part de Donald Trump peut-être une exagération et qu'attendez-vous finalement d'Emmanuel Macron? On sait que dans les prochains jours on va avoir un petit peu les détails de ce qui va être fait. Qu'attendez-vous? J'attends d'Emmanuel Macron qu'il ne cède pas aux injonctions des uns ou des autres. J'ai pris parti il y a longtemps contre les frappes punitives et j'observe que nous avons eu hier un dîner qui réunissait
justement à la fois des ambassadeurs du Moyen-Orient, mais en même temps des députés des différents pays arabes. Je n'ai pas rencontré un seul qui m'ait indiqué qu'il fallait justifier ce genre de frappe punitive et que ajouter la guerre à la guerre, ça ne ferait rien d'autre que déstabiliser un peu plus un pays qui l'est énormément. Donc j'appelle Emmanuel Macron à la raison. Je pense qu'évidemment, on a tous été choqués par ces images des enfants d'une population peut-être gazée. Maintenant, il faut les preuves et en tout cas, ce ne sont pas des frappes. M. Trump a déjà frappé il y a exactement un an, après une présomption justement d'attaque chimique. Il y a un an. Qu'est-ce que cela a changé? Qu'est-ce que ça a changé? Non, c'est à la diplomatie, c'est à une œuvre de paix. Il faut absolument terminer ce conflit, reprendre des négociations, même avec des gens qui ont les mains sales, c'est clair, et ça c'est le travail de nos diplomates pour faire en sorte qu'on puisse construire une paix. Et le Liban craint beaucoup aussi une déstabilisation supplémentaire de la Syrie qui amènerait des centaines de milliers de réfugiés de plus. Dernière question, comment agir finalement? On sait qu'au sein du Conseil de sécurité, une enquête avait été proposée, il y a eu un veto russe. Comment sortir de ce bourbier, Jean? Écoutez, parmi nos invités, il y a un diplomate qui a été longtemps, plusieurs années, membre de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques. Il nous a indiqué le processus et dans les prochaines heures, une délégation de cette organisation internationale va se rendre sur place pour pouvoir enquêter. Donc déjà, attendons les résultats de cette enquête. Merci, M. le Président.